Bonsoir à tous, bonsoir Lisa. Bonsoir. Bienvenue tout le monde à cette nouvelle conférence, cette 5e conférence de notre salon virtuel du PVT Australie. On entame aujourd'hui la dernière semaine de ce mois dédié au PVT Australie. Je ne sais pas si parmi vous, certains d'entre vous ont déjà suivi les premières conférences. Si vous êtes nouveau, on vous fait un petit récap. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un véhicule lorsqu'on part en PVT Australie. C'est une thématique qui est bien particulière. Il y a pas mal de conseils à enregistrer et pas mal de pièges à éviter. Alors pour nous, c'était évident de dédier une petite heure sur cet échange-là, cette thématique-là. Pour vous expliquer un petit peu, on va présenter avec Lisa la thématique du jour. On va vous insérer un petit peu ce sujet-là et ensuite on dédiera un grand moment, un temps d'échange pour vos questions et pour pouvoir surtout y répondre. Vous aurez aussi accès à la fin de cette conférence à un replay, comme pour toutes les autres conférences qui a déjà eu lieu. Les replays sont disponibles sur YouTube, la chaîne YouTube de pvtis.net. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si jamais vous voulez revoir par exemple la présentation. Également, en fin de conférence, vous allez recevoir un mail avec toutes les ressources utiles qui seront en lien avec la thématique du jour. Donc, n'hésitez pas un petit peu à regarder cet email-là. Vous retrouverez des dossiers thématiques, des articles, des interviews, mais également des ressources utiles, notamment un guide qui vous accompagnera gratuitement pour l'achat et aussi la revente de votre potentiel véhicule en Australie. Comme vous le savez aussi, on a fait donc plusieurs conférences sur des thèmes différents. Donc là, aujourd'hui, vraiment, on se concentre que sur l'achat d'un véhicule en Australie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les prendra du coup à la fin de la présentation et on répondra à toutes vos questions au fur et à mesure, enfin dans l'ordre en tout cas dans lequel elles ont été posées. Je pense que j'ai fait le tour pour l'intro. Est-ce que tu veux peut-être, Lisa, parler du planning qui reste, même s'il est court? Il reste encore 2 petits événements sur le salon qu'il y a quand même qu'il y a à connaître. Ouais, tout à fait. Tu as très bien résumé tout ce qui s'est passé depuis le début du mois de septembre pour le salon virtuel du PVT Australie. Donc, c'est vraiment l'avant-dernière conférence. On a été très contente d'être avec vous pendant tout ce mois de septembre, en tout cas ces 3 premières semaines du mois. Il va rester une dernière conférence demain et le thème sera le renouvellement de visa. Là, on vous dira comment compter vos 88 ou 179 jours. Si vous êtes juste curieux, que vous ne savez pas encore si vous restez une deuxième, une troisième année ou si vous êtes sûr de vous, dans tous les cas, la conférence vous intéressera puisqu'on vous donnera plein de conseils et elle sera aussi disponible en replay comme toutes les autres, comme vous a dit Morgane. Et enfin, on clôturera ce salon virtuel par un live, donc toujours sur le compte Instagram de pvtis.net et whvaustralie.com à midi cette fois-ci, heure française et belge. Et là, ce sera découvrir l'Australie, les top lieux et expériences pour que vous puissiez vous faire une petite checklist, to-do list avant de partir, des endroits à voir et en tout cas ceux que nous, on vous conseille. Morgane, est-ce que tu veux te représenter rapidement ou on se dit que toutes les personnes qui sont là ont déjà participé? Petite présentation rapide. À chaque fois que je dis ça, je fais très long, donc on va essayer de faire rapide. Donc, je suis Morgane, je fais partie de l'équipe pvtis.net et whvaustralie.com. Je suis partie évidemment en PVT Australie en avril 2022. Je suis rentrée 1 an plus tard et pendant mon aventure, j'ai notamment eu l'occasion d'acheter un van aménagé avec lequel j'ai pu pas mal voyager à travers l'Australie, notamment toute la côte est, le centre de l'Australie, le nord et également toute la partie ouest du pays. Il me manque plus que le sud à cocher. Et donc, j'ai eu aussi l'opportunité de vendre mon véhicule pour retrouver l'argent investi au départ. Donc, je connais un petit peu cette thématique qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, évidemment, sur la van life, etc., on pourra évidemment en parler. Et donc, avec pvtis.net, on s'est dit qu'on allait développer un tout nouveau site, whvaustralie.com, qui est 100% dédié au PVT en Australie. L'idée, c'était d'aller plus loin sur certaines thématiques. Ça vient déjà compléter l'information qui est accessible sur pvtis.net, mais effectivement, on va aller plus loin sur notamment la thématique de l'achat d'un véhicule, la thématique de l'emploi, etc. etc. C'est notamment pour ça qu'on vous a développé ce salon virtuel du PVT Australie, parce qu'on sait notamment qu'à cette période, il y a pas mal de départs, donc on veut aussi vous accompagner un maximum et surtout gratuitement dans votre préparation au départ. Et donc, voilà, donc le projet whvaustralie.com est né. Et aujourd'hui, je me retrouve avec toi, Lisa, pour parler du PVT en Australie.
Et elle est très heureuse d'être en binôme avec moi, comme je suis très heureuse d'être en binôme avec elle. Morgane a fait le tour de ce que comporte le site, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. On va commencer dans le vif du sujet parce que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. On va commencer par une question principale, laquelle vous posez très souvent. C'est est-il indispensable d'avoir un véhicule en Australie? Alors selon nous, ça l'est si vous souhaitez voyager et travailler notamment dans des fermes ou des exploitations qui vont se situer en dehors des grandes villes, dans des zones qui sont un peu reculées, auxquelles vous ne pouvez pas forcément accéder en transport en commun ou de manière facile, simple et rapide. Donc là, le véhicule, ça devient quand même un outil indispensable. Bon, Morgane vous a aussi parlé de la van life, le mot que vous connaissez par cœur quand vous allez en Australie. Si vous souhaitez vivre et dormir dans votre véhicule, évidemment, il vous en faudra un. Ça vous permettra de profiter pleinement de votre PVT. Et si vous décidez de ne pas en acheter, vous avez toujours l'option de la location. Mais dans ce cas-là, c'est une autre question qui est secondaire. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir son permis pour partir en Australie? Eh bien, on considère encore une fois que oui, même si vous pouvez faire sans. Si vous voulez vraiment être à 100% libre, on vous conseille vraiment d'avoir ce document-là avec vous et de passer le permis éventuellement si vous ne l'avez pas encore avant de vous rendre en Australie. Si jamais vous décidez de ne pas acheter de véhicule, évidemment, il y a d'autres solutions qui existent. Vous pouvez toujours faire du covoiturage avec des personnes que vous rencontrez en auberge de jeunesse, par exemple, avec des personnes que vous rencontrez également dans les fermes, des collègues actuels avec qui vous feriez du covoiturage, par exemple. Vous passeriez de boulot en boulot. C'est souvent comme ça qu'on fait des rencontres en Australie. Vous avez aussi, pour les zones qui sont desservies par les transports en commun, ce mode de transport-là. Et il y a aussi des PVTistes qui essayent de faire du stop. Alors évidemment, on vous conseille toujours d'être ultra vigilant. Voilà, on ne sait jamais non plus sur qui on tombe sans vouloir vous faire peur. Mais si vous choisissez de faire du stop et qu'en plus vous êtes seul, faites juste un tout petit peu attention, mais c'est aussi une option qui est possible. Elles sont souvent, ces options qui sont secondaires, souvent moins efficaces et elles peuvent quand même vous ralentir. Donc si vous avez prévu de rester 1 an tout pile ou un petit peu moins en fonction de vos projets de voyage, essayez de voir ce qui peut être le plus rapide et c'est là que l'achat de véhicule quand même rentre en ligne de compte. Alors, est-ce qu'il faut privilégier la location ou l'achat? Eh bien, si vous faites des trajets qui sont juste ponctuels, vous pouvez toujours louer un véhicule, un 4x4, une voiture, un van, peu importe si vous décidez juste de faire un petit voyage. Mais si vous conduisez plus de quelques mois, je dirais 2 ou 3 mois de manière régulière, l'achat s'impose un peu comme la façon évidente de vivre votre PVT en Australie. Et même si c'est un investissement au départ, et on en reparlera plus tard, c'est quand même un investissement utile si vous vous retrouvez à devoir utiliser un véhicule régulièrement. Évidemment, faites attention à toutes les arnaques qu'il y a autour. C'est un sujet qu'on a déjà abordé quand on parlait du logement surtout, mais aussi de l'emploi. Les arnaques existent partout, donc c'est pareil, Morgane fera un petit point sur comment éviter ce genre de choses, bien acheter, bien vérifier son véhicule, etc. Et encore une fois, vous retrouvez tous ces éléments dans notre guide gratuit d'achat et de vente de véhicules en Australie. Mais faites toujours bien attention à ça et soyez préparés. Vous avez une option, si vous ne la connaissez pas, qui est un petit peu moins connue, mais qui existe, qui est celle de la relocation, pour pouvoir voyager à moindre frais. Là, c'est une option qui est proposée par certains services de location de véhicules qui souhaitent rapatrier, entre guillemets, leur véhicule dans la ville dans laquelle il se trouve. C'est un véhicule qui aurait été laissé à un point B, par exemple, par un autre utilisateur. Et vous pouvez récupérer la voiture au point B et le ramener au point A. Ça coûte généralement entre 1 et 5 dollars par jour, donc vraiment beaucoup moins cher que de la location classique. C'est juste que ça limite considérablement votre temps de trajet puisque vous avez quand même un timing qui est limité pour ramener ce véhicule. Donc si vous avez juste une courte distance à faire, par exemple, et que c'est pile poil votre trajet, vous pouvez opter pour ça. Ça vous évite de louer à plein tarif un véhicule, tout simplement. Bien faire attention, encore une fois, on en avait déjà parlé pour les démarches de départ. Il vous faudra votre permis international ou bien une traduction native pour conduire en Australie. Avec Altius, notre bon plan, vous pouvez bénéficier de 10% sur votre traduction native, c'est-à-dire la traduction officielle qui est acceptée en Australie. C'est actuellement le bon plan le moins cher du marché, donc profitez-en. Vous avez votre permis de traduire en 24 heures ouvrées, donc c'est pareil, si vous n'avez pas reçu votre permis international, par exemple, vous pouvez faire une traduction. Et surtout, il y a certains États qui vous demandent d'avoir un permis traduit. Je pense au Queensland, par exemple, qui n'accepte pas le permis international. Donc, faites bien un petit point là-dessus. Si vous avez des questions état par état, on vous fera une petite liste au moment des questions, sans souci.
Parfait, j'étais en train d'envoyer du coup le bon plan avec, Altus, donc n'hésitez pas à prendre le lien, même si vous allez le retrouver facilement dans le récapitulatif de fin de conférence. On va passer à la suite du coup au niveau de l'achat. Il y a pas mal de démarches administratives à connaître, mais vraiment les principales choses à faire avant même de commencer, on va dire, votre phase d'achat, c'est de se renseigner toujours sur 3 points, lorsque vous allez, trouver un véhicule qui vous intéresse. Et ces 3 points sont bons à connaître même avant votre recherche. L'idée, c'est un petit peu de vous renseigner sur toutes les modalités et toutes les démarches à réaliser pour pouvoir correctement effectuer un achat en PVT Australie. Donc, n'hésitez pas à prendre des petites notes, même si vous allez tout retrouver sur les récaps sur pvtis.net et surtout et whaustralie.com évidemment. Et surtout à poser des questions parce que je sais que ces 3 points-là peuvent être un petit peu techniques et un petit peu particuliers. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans le chat. Donc, la première chose à faire au moment des vérifications, en tout cas en termes de démarche administrative, c'est la Regio. La Regio, ou prononcée parfois Rego, ça dépend les personnes, mais normalement c'est Regio. C'est le surnom que l'on donne à l'immatriculation de votre véhicule. C'est donc l'identification de votre véhicule en Australie, ou en tout cas le véhicule que vous espérez acheter en Australie. La Regio, c'est vraiment un numéro qui est obligatoire. Tous les véhicules qui sont sur la route, légalement, doivent être enregistrés pour pouvoir être sur la route. Si vous n'êtes pas enregistré ou si votre véhicule ne l'est pas, ça risque d'être problématique puisque vous pouvez avoir des gros problèmes avec la justice et encore pire si vous avez un accident, etc. etc. Donc, au moment de votre volonté d'acheter un véhicule, quel qu'il soit, pensez bien à toujours vérifier, et normalement, vous allez le voir au niveau des annonces qui sont mises en ligne, si la Regio est bien effective et si elle est bien active et pour combien de temps. Parce que l'immatriculation de votre véhicule, ou en tout cas du véhicule que vous souhaitez acquérir, peut être de 3, 6 ou 12 mois. Et ensuite, elle sera à renouveler. Au moment de l'achat, quand vous allez vraiment passer à l'étape d'achat du véhicule, vous allez devoir la transférer. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et ensuite, au fur et à mesure de votre aventure, vous allez devoir la renouveler. Et au moment de la vente, évidemment, vous allez une nouvelle fois devoir la transférer pour pouvoir la donner à au futur acquéreur du véhicule. La Regio aussi a une particularité, c'est qu'elle va varier selon les états et selon l'état d'immatriculation du véhicule. Donc, pensez bien aussi à toujours bien vous renseigner sur quelle est la Regio de votre véhicule, donc de quel état dépend votre véhicule, et ensuite quelles sont les démarches rattachées, parce que les démarches peuvent être un petit peu différentes si vous achetez un véhicule qui est immatriculé dans le Victoria, dans le Queensland ou dans le Western Australia, par exemple. Évidemment, vu que c'est une thématique très particulière, on a décidé avec whaustralie.com de développer un guide ultra détaillé sur toutes les démarches d'achat et de vente d'un véhicule en Australie. Et on a consacré un gros chapitre, encore une fois très détaillé, sur la Regio. Donc, je vous invite grandement à le lire au moment où vous allez être intéressé par un véhicule. L'idée, c'est pas de tout apprendre par cœur aujourd'hui, quel état, quelles règles, parce que vous risquez de vous perdre avec toutes les informations qui sont données. Mais c'est plutôt vous dire, voilà, il y a un véhicule qui m'intéresse au moment où je suis en Australie. Je sais que la Regio est valable pendant 3, 6 ou 12 mois. Quelles sont les démarches pour pouvoir ensuite le renouveler, transférer, etc. etc. Donc vraiment, je vous invite à regarder le guide qu'on a développé gratuitement sur whaustralie.com. On vous le mettra dans le récap sans souci, mais vraiment, pour le coup, ce sera une ressource très utile au moment de votre achat d'un véhicule en Australie. La deuxième démarche qui est vraiment primordiale, c'est le registre des sûretés mobilières. En gros, il est vraiment important de vérifier au moment de l'achat, avant même l'achat, que votre véhicule, en tout cas le véhicule que vous souhaitez acheter, n'est pas gagé, volé ou radié. La démarche, elle est très peu chère et elle est très rapide à effectuer. Il suffit d'avoir simplement accès à un numéro qui est indiqué sur la voiture, c'est le VIN, c'est un numéro que vous pouvez demander directement au vendeur et vous allez pouvoir via le registre des sûretés mobilières demander du coup le suivi et la vérification de votre véhicule
ou en tout cas du véhicule que vous allez acheter. L'idée, c'est bien vérifier qu'il n'est pas gagé, volé ou radié. C'est déjà arrivé à des PVTistes, c'est évidemment des cas qui sont très très rares, mais on n'a pas du tout envie que ça se reproduise et surtout pas à vous. Donc vraiment, pensez-y. Pour 2 $, vous pouvez avoir ce document et au moins vous êtes serein, vous savez que tout va bien. Et la troisième démarche qui est très importante aussi au moment des visites et au moment de la phase d'achat, c'est de vérifier tout l'historique du véhicule. Là, il y a 2 possibilités. Soit vous faites confiance au vendeur et dans ces cas-là, vous demandez à avoir l'historique du véhicule, donc tout le suivi mécanique, les réparations qu'il y a pu avoir sur le véhicule que vous souhaitez acheter. Normalement, un carnet d'entretien qui est bien entretenu, c'est bon signe. En règle générale, quelqu'un qui va être assez minimaliste sur le rangement, sur la facturation, sur tout ce qui est documents administratifs liés à la réparation d'un véhicule, c'est généralement c'est que ça sent bon. Donc, prêtez-y attention quand vous faites des visites pour acheter un véhicule et pensez bien à vraiment mettre le nez dedans, à bien vérifier toutes les réparations qui devaient être faites ont bien été effectuées, que les contrôles techniques, mécaniques ont bien été faits, etc. etc. Donc, pour le coup, mettez un grand nez dedans pour éviter justement d'avoir des petits problèmes par la suite. Si jamais vous voulez aller plus loin et éviter les mauvaises surprises, vous pouvez aussi demander sur des sites professionnels qui le proposent d'avoir un historique officiel du véhicule. Là, ça va être donc payant. C'est plusieurs dizaines de $ australiens, mais pareil, ça reste pertinent. C'est des dollars qui seront quand même bien investis, ça reste des sommes qui sont assez accessibles et encore une fois, ça vous permet d'acheter sereinement un véhicule et de ne pas vous retrouver ensuite à devoir faire des réparations que vous n'aviez pas anticipées. Merci beaucoup, Morgane. Et je m'excuse si vous avez entendu une sonnerie. J'ai reçu un coup de téléphone. Visiblement, le mode concentration ne fonctionne pas. Du coup, moi, je vais vous faire maintenant une petite liste des choses à faire dans l'ordre, les étapes vraiment essentielles à connaître pour l'achat d'un véhicule. Vous en avez, selon nous, 5. C'est pareil, s'il y en a une que vous souhaitez qu'on détaille au moment des questions, mettez-nous une petite note et une petite question et on le fera. Alors, en premier lieu, évidemment, vous allez devoir déterminer vos critères d'achat. Est-ce que c'est un véhicule dans lequel vous souhaitez dormir? Est-ce que c'est un véhicule dans lequel vous souhaitez vivre, avoir de l'espace et vous opteriez plutôt pour un van, par exemple? Ou est-ce que vous êtes plus tente de toit et aventure et douche dehors et là vous allez prendre peut-être plus un 4x4 parce que vous voulez faire aussi du hors-piste ou ce genre de choses? Il va vraiment falloir vous faire une petite liste, mettre tout à plat, vos envies, vos critères, etc. Votre budget également, puisque ça va vraiment venir définir vos recherches, savoir quelle enveloppe vous voulez mettre pour acheter votre véhicule, van, 4x4, encore une fois, voiture plus classique. Donc vraiment déterminer vos critères d'achat, c'est très important. Ça vous aidera à vous aiguiller. Ensuite, commencez vos recherches. À partir de ces critères-là, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple et vous pourrez ensuite visiter les voitures que vous aurez trouvées, débuter voilà, la prise de contact avec les actuels propriétaires de votre véhicule de rêve, commencez les visites sur tous les conseils que Morgane vient de vous donner. Faites les bonnes vérifications. Encore une fois, on n'insistera jamais assez, mais ça vous évite de mauvaises surprises et des surprises qui peuvent vous coûter cher par la suite. Peut-être que vous avez déjà vu ce témoignage qu'on a partagé sur Instagram, mais on a eu le retour de Mehdi et Roman, par exemple, qui ont trouvé le véhicule de leur rêve, qui avait un petit peu contrôlé ce qui n'allait pas et finalement, ils n'ont jamais pu prendre la route puisqu'ils ont eu une panne moteur directement au moment de partir et il s'avère que leur véhicule a fini à la casse. Donc là, c'est vraiment des milliers de dollars jetés par les fenêtres, entre guillemets, mais de perdus malheureusement. Et quand vous faites un achat au début de votre aventure, c'est vrai que ça peut quand même un peu vous miner le moral et vous faire partir sur un mauvais pied. Donc vraiment, on fait bien les bonnes vérifications et on prend le temps de les faire. Et enfin, on fait le transfert de propriété. Morgane vient de vous l'expliquer, pardon. C'est très important. C'est même obligatoire. Donc vraiment, on ne loupe pas cette étape. Et puis, on se renseigne bien détail par détail, étape par étape pour ce côté-là. Et puis, vous verrez qu'après, vous pourrez prendre les routes bien sereinement en Australie. En cas de contrôle, vous serez tout bien dans les règles, vous aurez bien tout fait dans l'ordre. Donc, c'est vraiment les 5 étapes essentielles à bien respecter et dans l'ordre, évidemment. Ne commencez pas par la dernière, desquelles vous devrez respecter pour votre achat de véhicule.
N'hésitez pas aussi, je sais qu'on n'est pas tous, mécanos, donc on n'a pas tous et toutes les compétences pour bien vérifier un véhicule. N'hésitez pas à soit vous faire accompagner, parfois ça va être, en échange de quelques dollars, australiens, mais aussi de vous aider de notre, liste, des vérifications utiles à faire au moment de l'achat. On l'a mis pareil dans le guide et c'est une liste qui vous détaille vraiment, toutes les petites vérifications à faire et toutes les plus grosses, les plus importantes. Donc n'hésitez pas à vous appuyer de cette liste-là. Comme ça vous aidera et ça vous permettra d'éviter encore une fois les erreurs. Voilà. On va passer aux véhicules, les types de véhicules possibles en Australie. Souvent, on me pose la question lors des lives ou lors des ateliers, quel véhicule choisir, quel est le meilleur véhicule à choisir, notamment pour l'Australie. Et c'est une réponse qui est difficile à donner parce que ça va beaucoup dépendre de vous et de votre projet. C'est pour ça que, en règle générale, ce que je fais, c'est que je vais présenter les 3 types de véhicules qui existent en Australie et je vais donner les avantages et les inconvénients. Et selon les personnes, ça va être un bon moyen de choisir le véhicule qui conviendra le mieux à leur projet et à leur profil de voyage. On va commencer par le 4x4. Le gros avantage du 4x4, c'est évidemment de pouvoir vivre une aventure hors du commun, pardon. Vraiment sortir des sentiers battus, sortir des zones touristiques et de pouvoir aller, je sais pas, promener sur la plage avec son 4x4, aller dans des routes qui sont inaccessibles aux véhicules classiques, vraiment sortir des sentiers battus. Donc si vraiment vous voulez vivre un peu une aventure hors du commun, notamment sur la côte ouest australienne où il y a pas mal de hors-piste à effectuer, c'est le véhicule qu'il vous faudra et c'est le véhicule qui est en général beaucoup choisi des PVTistes qui aiment beaucoup l'aventure et sortir encore une fois des sentiers battus. Par contre, effectivement, le gros aspect négatif qui vient aussi avec cette liberté offerte par le 4x4, c'est qu'un 4x4, c'est beaucoup moins confortable. Vivre dans un 4x4, en règle générale, c'est soit avoir un aménagement dans le véhicule qui va être très minimaliste et qui va être surtout ouvert à l'extérieur. Donc souvent, quand on aménage un 4x4, on a toute sa vie qui est dans le coffre. Donc forcément, il va falloir vivre beaucoup dehors pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir manger, etc. etc. Et pour pouvoir ensuite dormir, ce sera en règle générale une tente de toit. La tente de toit, c'est très, très esthétique, ça fait très aventure et tout. Mais par contre, dès qu'il y a du vent et dès qu'il pleut, généralement, vous passez des mauvaises nuits. Donc ça, je préfère quand même vous donner l'info parce que c'est sûr que ça fait rêver, mais on va dire que c'est le côté un peu moins fun du voyage, c'est que en termes de confort, c'est souvent limité. L'avantage quand même du 4x4, c'est qu'en termes d'aménagement, ça reste très accessible, très peu coûteux et très facile à réaliser, même si vous n'êtes pas forcément un grand bricoleur. Donc souvent, les PVTistes, ils ont tendance à arriver en Australie, à acheter un 4x4 nu et ensuite ils vont l'aménager au fur et à mesure selon leurs besoins, etc. Ils vont acheter la tente de toit, etc. Et donc, ça va permettre de valoriser aussi le véhicule et parfois même le vendre plus cher qu'à l'achat puisqu'il y a eu des investissements qui ont été faits dessus. Donc, voilà pour le 4x4. Aussi, au niveau négatif, il y a le fait que l'essence, la consommation d'essence est plus importante. Donc forcément, le budget lié, il va être aussi plus conséquent. Donc à voir aussi, selon les road trips que vous voulez faire, il faudra avoir conscience qu'acheter un véhicule de ce type, ce sera donc faire des dépenses très régulières à la pompe à essence. La deuxième option, c'est évidemment le van. Comme elle le disait, Lisa, c'est déjà l'Australie, c'est le pays de la van life par excellence et c'est vraiment le type de voyage qu'on imagine quand on part sur la route, vivre la van life. Donc, moi, je l'ai vécu, donc c'est encore plus facile pour moi de vous donner les avantages et les inconvénients de ce type de véhicule-là. Au niveau des avantages, on a évidemment la liberté, on a aussi le confort, contrairement au 4x4, parce qu'en règle générale, vous pouvez vivre totalement dans le véhicule qui est aménagé. Même si certains véhicules ne permettent pas de se mettre debout, vous pouvez quand même avoir un petit cocon avec un lit, avec un endroit petit évidemment, mais pour manger, pour cuisiner, etc., pour ranger vos affaires. Et vous allez pouvoir vivre quasiment totalement à l'intérieur, même s'il pleut, même s'il y a du vent, etc., vous pouvez totalement rester dans le van.
L'avantage aussi du van, c'est qu'il y a un marché qui est nettement plus développé pour ce type de véhicule-là, à l'achat et à la revente et on va dire partout en Australie. C'est vrai qu'en règle générale, quand vous allez aller sur la côte ouest, vous allez plus souvent voir de 4x4 qui vont être mis en vente, mais vous allez quand même avoir l'opportunité de voir des vannes. Quand vous êtes sur la côte est, on va dire que la majorité des véhicules qui sont mis en vente seront la plupart du temps des vannes. Donc après, à voir ce que vous voulez faire, l'objectif que vous avez développé et ce que vous avez fixé pour votre voyage en Australie. Mais peu importe le choix, si ça vous convient, ce sera évidemment le bon. L'inconvénient évidemment du van, c'est que vous ne pouvez pas faire de hors-piste. Donc parfois, sur certains endroits, vous allez être limité au niveau des trajets. Par contre, je tiens à vous rassurer quand même, parce que moi, quand j'avais acheté mon van, on m'avait dit « Ah, mais tu vas pas pouvoir faire toute la côte ouest, le désert, ça va être compliqué, etc. » Au final, pas du tout. J'ai pu voyager vraiment partout en Australie, même dans le désert. C'est juste que parfois, au lieu de faire une boucle, la route qui est accessible que pour les 4x4, on ne peut pas la faire. Donc, on est obligé de faire demi-tour ou de faire un chemin plus long. Mais ça n'a pas été, en tout cas, un trop gros inconvénient pour moi. Et quand je faisais le comparatif avec le confort, j'ai toujours privilégié le confort plutôt que de faire des longs trajets. Donc, pour le coup, moi, ça ne m'a pas dérangé, mais c'est bon de le savoir. Et la dernière option, c'est évidemment le break. Donc là, on va plutôt parler de voitures type citadine. C'est un type de véhicule qui est vraiment idéal, notamment pour les personnes qui partent seules. Souvent, quand on part à deux, c'est plus facile d'acheter un véhicule assez conséquent en termes de prix, puisqu'on est deux à mettre de l'argent dedans. Donc forcément, ça facilite les choses. Quand on est seul, c'est dur de mettre 15-20 000 $ dans l'achat d'un véhicule. Donc c'est vrai que l'option du break, c'est l'option parfaite en termes de prix. C'est également idéal quand vous voulez un petit peu stationner gratuitement, faire le petit filou, la petite filoute, et que vous voulez pas forcément trop vous faire remarquer, contrairement au 4x4 avec la tente de toit ou dans des zones qui sont pas forcément adaptées pour ça, c'est pas forcément discret d'avoir un 4x4. Au contraire, le break et la voiture citadine, c'est vraiment l'option parfaite pour pouvoir un petit peu se faufiler partout, même s'il faut faire très très attention aux réglementations. L'avantage aussi du break, c'est que l'aménagement est hyper simple à mettre en place. Il va être très rudimentaire évidemment, mais voilà, vous allez pouvoir avoir l'essentiel, vous allez pouvoir dormir dans le véhicule et avoir deux, trois rangements et deux, trois choses qui vous permettront de vous faire à manger, etc. Donc, de pouvoir vivre convenablement en Australie. Donc, c'est aussi très pratique, notamment quand on voyage tout seul. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus de promiscuité, beaucoup moins de confort. Et comme le van, vous n'allez pas pouvoir voyager sur les petites routes qui sont accessibles que par 4x4. Donc voilà, au moins maintenant, vous avez, on va dire, les grandes lignes, les grands avantages et les inconvénients de ce type de véhicule-là. À vous de voir, mais même si vous avez des questions, on y répondra évidemment, mais à vous de voir ce qui vous conviendrait le plus par rapport à votre projet de voyage et projet de PVT. Merci beaucoup Morgane. Normalement, avec ça, vous avez quand même toutes les clés pour réussir, en tout cas, à avoir vos critères d'achat. On va terminer là-dessus sur quelques remarques complémentaires que l'on vous donne. On vous conseille toujours de favoriser des véhicules qui sont déjà immatriculés dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Ça arrive quand même régulièrement que vous deviez faire un transfert de Regio, mais si vous pouvez acheter un véhicule qui a déjà la bonne immatriculation de l'état dans lequel vous vous trouvez, c'est quand même plus pratique, sauf si la Regio en question est possible, la démarche est possible en ligne. Sinon, ça va être une démarche qui va être un petit peu plus compliquée pour vous et ça va vous rajouter des démarches supplémentaires, donc essayez de favoriser ce type de véhicule. Ne mettez pas non plus toutes vos économies dans l'achat. Morgane disait qu'à deux, c'était un peu plus simple puisqu'on est deux à partager le budget. C'est bien vrai, mais c'est aussi vrai quand vous avez peut-être des économies limitées et que vous arrivez en Australie et que vous voulez mettre tout votre argent dans un véhicule. Assurez-vous au moins peut-être de travailler avant et d'avoir un revenu pour pas trop taper dans vos économies et essayez de vous garder une marge de sécurité au cas où il vous arrive un pépin, au cas où le véhicule a un problème et où vous deviez
faire un changement, acheter une pièce détachée par exemple, ou même si à vous, il vous arrive un problème de santé, si dans tous les cas, vous devez faire une dépense qui n'était pas prévue mais qui est assez onéreuse, essayez de garder un coussin financier toujours, même si on ne parle pas de l'achat de véhicules, gardez toujours de l'argent de côté. Voilà, on n'est jamais préparé à toute éventualité non plus quand on part en PVT, donc essayez de faire attention à ça. Faites attention également aux marques que vous achetez. Il faut savoir que les marques européennes ne sont pas hyper représentées en Australie. Ce n'est pas des véhicules qui sont forcément favorisés par les Australiens. Donc il y a peu de pièces détachées et les réparations peuvent coûter parfois plus cher. Si jamais vous vous rendez dans un garage qui n'a pas les pièces de votre véhicule européen, vous allez devoir dépenser plus d'argent, soit pour faire venir la pièce, soit vous ne pourrez pas faire la réparation et là, ça sera d'autant plus embêtant. Ce qui est le plus utilisé en Australie, ça va être les constructeurs japonais ou les constructeurs américains. Donc essayez plutôt de viser ces marques-là. Vous serez quand même un peu plus sécurisé et en tout cas, vous pourrez prévoir les démarches à faire si jamais vous avez besoin de changer des pièces chez un garagiste directement ou même si vous êtes un peu mécano et vous voulez changer vos pièces vous-même, ce sera des pièces détachées qui seront plus accessibles que les pièces européennes. Et encore une fois, et je pense qu'on l'a dit au moins 15 fois pendant la réunion, mais faites très attention aux arnaques. Que ce soit un achat chez un professionnel ou un particulier, les deux peuvent arriver. Donc faites quand même bien attention. Et pareil, que ce soit à l'achat ou à la vente, faites attention à qui vous vendez, à qui vous achetez. Faites vraiment bien le tour du véhicule. Même si on vous met un peu la pression et qu'on vous dit « Oui, mais là, j'ai vraiment 15 personnes sur le dossier qui veulent acheter mon véhicule. Donc, si vous ne vous positionnez pas tout de suite, il ne sera pas à vous. » N'achetez pas quelque chose les yeux fermés. Si en plus, vous avez un petit doute qui subsiste sur l'état du véhicule ou sur quelque chose qu'il faudrait changer ou revoir ou contrôler, faites bien attention à ça et prenez votre temps finalement. Dites-vous qu'il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps à contrôler un véhicule en entier que quelqu'un qui vous met la pression. Il y a peut-être forcément un problème derrière. Donc faites bien attention à ça. On en a terminé pour cette petite présentation. On va pouvoir passer à vos questions. Je vais remonter la petite liste. À moins que tu l'aies sous les yeux, Morgane, mais normalement... alors déjà, on avait Nathan, j'ai répondu dans le chat, mais si jamais vous n'avez pas vu, qui nous demandait s'il y avait une rediffusion de la conférence de mardi dernier. Effectivement, mardi dernier, on a eu un petit problème technique. On n'avait pas pu vous diffuser le lendemain la conférence en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube de pvtis.net. On a donc décidé de retourner la conférence avec Lisa jeudi dernier. On l'a mise en ligne donc dans la foulée. Donc le replay est disponible depuis jeudi sur la chaîne YouTube de pvtis.net. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et normalement, vous n'aurez pas de problème pour le replay de celle-ci et de celle de demain. Touchez tous du bois en même temps, s'il vous plaît. Sinon, on la retournera pour que vous l'ayez de nouveau en replay. Je vais prendre les questions dans l'ordre. On a Hugo qui à la fois nous propose d'ouvrir son application Blablacar sur place et nous demande s'il existe Blablacar. Alors aux dernières nouvelles, l'application n'existe pas en Australie. Donc ça va être plutôt des méthodes de covoiturage plus classiques, mais il existe peut-être des sites que je n'ai pas en tête, Morgane, pour covoiturer. Alors, effectivement, j'en ai deux en tête. Nous, on parle souvent sur pvtis.net de Movely. Move, je vais mal le prononcer. Donc, M2OVL. Je vais le mettre dans le chat. Je vais forcément comme vous voulez. Les choses, c'est sûr. Et on a également une application que j'ai vue dernièrement qui a sûrement, sans doute, été ouverte par des backpackers en Australie. Pareil, je ne vais pas me lancer à la prononcer. Je ne le sens pas. Rurai, peut-être. Je vous l'écris dans le chat et je vous mets le lien. N'hésitez pas si vous avez des retours. C'est vrai que moi, pendant mon PVT, je n'ai pas du tout utilisé de système de covoiturage. Et je trouve que les PVTistes, en règle générale, utilisent souvent soit leur réseau, soit directement les services de transport qui sont proposés dans les villes et dans les régions dans lesquelles ils sont. Donc, à voir si ce sont des bonnes applis. N'hésitez pas à nous le dire. Et je me permets de rebondir sur la prononciation des applications de Morgane. Mais dans le guide, on vous a fait un petit glossaire lexique des mots à connaître pour l'achat et la vente d'un véhicule parce qu'on ne parle pas tous magnifiquement bien anglais quand on arrive en Australie. On ne maîtrise pas forcément. Je vous rassure.
On ne maîtrise pas forcément tous le vocabulaire, donc on vous a fait une liste de mots à connaître et leur équivalent en français pour que vous ne soyez pas trop perdus et que même vous puissiez passer pour des connaisseurs pour éviter les arnaques. Mais en tout cas, vous aurez ce petit lexique à retrouver dans le guide. Prochaine question, Maëva nous dit des avis sur Backpacker Cars Australia. J'aimerais acheter mon véhicule là-bas. Ah, je croyais que tu allais te lancer, pardon. J'allais, mais je pensais que toi aussi, alors du coup, voilà. Alors, c'est une très bonne question. Pendant longtemps, on a demandé des avis aux PVTistes qui achetaient leur véhicule là-bas. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, Backpacker Cars, c'est donc une entreprise qui va permettre de louer ou d'acheter des véhicules aménagés ou non, que vous pouvez aussi aménager selon vos attentes. Et en gros, c'est donc une entreprise qui a été développée par des anciens backpackers et qui a plusieurs agences à travers l'Australie et qui vous permettent d'avoir un véhicule clé en main, hyper sain, avec pas mal d'avantages, et ça vous évite notamment des arnaques potentielles, comme on l'a dit à multiples reprises pendant la présentation. Donc, c'est vrai qu'avoir passé par Backpacker Cars, c'est pour nous un gros avantage. Donc, on s'est un petit peu renseigné, on a demandé l'avis des PVTistes qui ont pu passer à travers leur expertise, et donc, on a développé récemment, on les a contactés directement, et on a développé récemment un partenariat avec eux, justement pour pouvoir accompagner un maximum les PVTistes dans leur projet d'achat d'un véhicule aménagé et surtout safe. Et donc, on propose $100 de réduction en passant par le lien qu'on a sur pvtist.net et whaustralie.com. Donc, si tu as envie d'acheter un véhicule en passant par eux et que vraiment tu es dans la phase d'achat, n'hésite pas à passer par ce lien. Au moins, tu sais que tu as $100 qui seront économisés sur la note finale. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet aussi d'adapter le véhicule selon votre budget. Donc, si vraiment vous avez du budget, vous pouvez faire vraiment un véhicule full aménagé avec des trucs dernier cri. Si vous avez un plus petit budget, vous pouvez adapter et pas forcément prendre toutes les options qui sont proposées. Donc, c'est vraiment pas mal. Et on a pas mal d'avantages aussi en passant par notre lien. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas si tu l'as mis dans le chat. Je ne l'ai pas mis, mais je peux le mettre parce que je l'ai sous la main. Hop là. Et bien aussi avec Backpacker Cars, c'est que vous allez avoir du coup l'expertise qu'ils ont sur les véhicules, puisqu'ils vont les vérifier, ils vont les réparer s'il y a besoin, ils vont les aménager, etc. Avec eux, vous avez la Regio qui est valable pendant 3 mois. Il me semble que vous avez aussi l'option d'avoir plus que 3 mois, mais évidemment, ce sera un peu plus cher. Vous allez aussi avoir un certificat qui vous permet de conduire sur les routes australiennes, un service d'entretien après la vente. Donc, le service d'entretien, en gros, c'est ce qu'on recommande de toute façon dès que vous allez acheter un véhicule, mais eux, ils vous l'ont inclus dans le pack. On vous recommande de faire soit tous les 6 mois, soit tous les 10 000 km un entretien de votre véhicule auprès d'un garagiste adapté. Et en passant aussi par Backpacker Cars, vous avez donc 6 mois de garantie qui est donc inclus. Vous avez aussi un mécanique check qui est inclus aussi au moment de la vente. Donc, ce qui est plutôt très rassurant et que je vous recommande de faire dans tous les cas, que vous passiez par Backpacker Cars ou non, puisque ça vous permet encore une fois d'être très serein sur ce que vous allez acheter comme véhicule. Merci beaucoup, Morgane. On a Hugo qui est très en forme ce soir et qui nous dit qu'on m'appelle pour l'apéro. Écoute, c'était mon papa, donc très certainement. Et qui nous demande si c'est comme le contrôle technique. Donc j'imagine qu'il a posé la question pendant que tu faisais le tour des démarches, Morgane. Alors, peut-être qu'il parlait du registre des sûretés mobilières quand on fait la vérification, ou alors l'historique du véhicule. En tout cas, les 3 démarches que j'ai listées au début, la Regio, le PPSR ou le registre des sûretés mobilières et l'historique du véhicule, ce sont des démarches qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec le contrôle technique. Le contrôle technique, ça va dépendre des États, mais en règle générale, au moment de la vente, le vendeur doit être en mesure de vous présenter un contrôle technique. Ça va bien dépendre des États, notamment le Western Australia, cet État-là n'oblige pas le vendeur à présenter un contrôle technique au moment de la vente. Donc, c'est un gros avantage pour le vendeur puisqu'il est plutôt tranquille. Il se dit, bon, bah, moi, j'ai pas de dépenses à faire et pas de démarches à faire au moment de la vente. Par contre, c'est un peu un point négatif pour l'acheteur puisqu'il n'est pas sûr de la fiabilité du véhicule et du suivi du véhicule. Donc,
quoi qu'il arrive, moi, ce que je vous recommande, c'est de passer forcément par un garage pour faire vérifier le véhicule, et notamment si vous achetez un véhicule qui est immatriculé dans le Western Australia. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir encore une fois un véhicule sain et qu'il n'a pas de problème au niveau mécanique et technique. Et Morgane parlait des différences entre États. Donc, on le répète pareil depuis toujours et depuis le début de ces conférences, les règles ne sont rarement jamais les mêmes entre États et le contrôle technique ne fait pas exception. Donc, le prix sera parfois différent aussi pour le vendeur si c'est un État dans lequel le contrôle technique est obligatoire. Souvent, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est obligatoire à partir de 5 ans, quand le véhicule a 5 ans. Donc, on vous conseille toujours d'acheter un véhicule dans un état dans lequel le contrôle technique aura été obligatoire pour le vendeur. Ce sera quand même plus sécuritaire pour vous. Quels sont les sites pour trouver le registre des sûretés et l'historique de véhicules SVP? Alors, j'ai cherché pendant que tu présentais, quand tu avais pris le relais, et j'ai trouvé le site avec lequel j'étais passée quand j'avais du coup acheté mon véhicule. Je l'avais moi-même demandé. Et donc, c'est évidemment un site officiel, évidemment un site du gouvernement australien. Donc, j'étais passée par celui-ci. Et de toute façon, comme on vous l'a dit, c'est 2 $. Donc, si on vous demande plus, c'est qu'il y a un problème. N'allez pas payer un truc qui n'est pas safe. On vous demande 2 $ pour cette vérification-là. Je vous mets le lien directement sur le chat. Mais en gros, vous marquez ppsr.gouv.au, donc Australie, et vous tomberez normalement sur la bonne page. De toute façon, vous avez aussi le lien, si à un moment vous le perdez, dans un dossier sur whvaustralie.com, puisque vous avez accès à la fois au guide d'achat et de vente papier, entre guillemets, vous le téléchargez en PDF ou vous le consultez en ligne, mais on l'a aussi mis en dossier sur le site. Et là, au niveau du chapitre des démarches et des documents, vous aurez ce lien-là, ainsi que celui de l'historique de conduite et du rapport d'historique des véhicules. On vous dit comment trouver celui de l'état dans lequel vous vous trouvez. Pour la traduction NATI, il faut faire traduire son permis national ou international. Alors son permis national, puisque ton permis international est déjà une traduction en anglais de ton permis. C'est juste que ce n'est pas une traduction officielle de l'Australie par un traducteur qui est assermenté par le service de traduction de l'Australie. Donc c'est bien ton permis national. Et d'ailleurs, Maëva avait très bien répondu juste après. Talia nous dit, est-ce que les vannes sont plus chères que les 4x4 ? Alors, ça va dépendre quand même. Ça va dépendre du véhicule, de l'année de construction du véhicule, du nombre de kilomètres qu'il y a dessus, de l'aménagement aussi. Mais de ce que j'ai pu voir depuis le début de mon PVT et même encore aujourd'hui, parce que je continue à checker un petit peu les annonces pour voir justement si les prix évoluent ou pas, les vannes sont quand même en règle générale plus cher que les 4x4. C'est aussi pour ça que beaucoup de PVT choisissent de prendre un 4x4 et parfois choisissent de prendre un 4x4 qui n'est pas aménagé pour pouvoir l'aménager encore moins cher que s'ils avaient pris un 4x4 déjà full aménagé. Donc oui, effectivement, tu risques de constater rapidement pour, on va dire, un produit égal, en tout cas pour un véhicule similaire, avec le même nombre de kilomètres, la même année de fabrication et tout, tu vas voir qu'en règle générale, le van est plus cher. Hugo nous dit, je reviens d'une semaine de camping-car en France. Est-ce que, Hugo, chacun de tes commentaires et tes questions me font rire ce soir. Est-ce que c'est aussi facile de trouver des aires de camping-car sur place? Mais ceci dit, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, effectivement. D'ailleurs, ça me fait penser que quand vous allez commencer un road trip, ou en tout cas quand vous allez acheter un véhicule en Australie, je vous recommande vraiment d'acheter, en tout cas de souscrire à l'application Wikicamp. Vous avez sûrement, vous allez en entendre parler quoi qu'il arrive si ce n'est pas déjà le cas. Et vous allez le voir, cette application, elle est payante, mais je crois qu'elle est passée à 9 $. Avant, elle était un petit peu moins chère. 9 $, mais elle est à vie, donc vous allez la conserver ensuite, même après votre PVT. Et cette application, elle recense
tout sur le territoire, donc notamment les aires de camping, les aires de repos, les free camps, les camps un peu moins, un peu plus low cost. Vous allez avoir aussi les endroits pour pouvoir, des points de vue pour pouvoir voir les couchers de soleil, les endroits pour pouvoir faire l'essence, pour pouvoir comparer les prix, pour pouvoir vous doucher, trouver de l'eau potable, etc. Des petits détails qui ont leur importance quand on part en road trip en Australie. Donc vraiment, pour le coup, foncez, téléchargez là, ce sera le meilleur investissement de votre PVT et en plus pas très cher. Et donc au niveau de ta question, Hugo, moi je me suis rendu compte que du rêve à la réalité, il y avait quand même un monde. Quand je suis partie en Australie, je m'étais dit non mais la van life, je vais prendre mon van devant Uluru, devant le plus beau coucher de soleil, comme ça je vais rien payer. Non, pas du tout, ça se passe pas comme ça, malheureusement. En fait, je pense qu'il y a eu des abus, évidemment, beaucoup on va dire, de popularité pour la van life en Australie. Et donc, il y a eu une réglementation qui s'est quand même bien développée ces dernières années, notamment sur la côte Est, où quand même, vous allez vous en rendre compte en road trip, dans les points d'intérêt, les lieux très touristiques, il sera interdit de stationner et donc de dormir, même dans votre véhicule. Donc là, on ne parle même pas d'un campement avec une tente, etc. Ne serait-ce que d'être dans votre van, ce sera illégal et vous risquez des grosses amendes. Donc, je vous recommande pas du tout de le faire parce qu'en Australie, ils rigolent pas du tout sur les règles à suivre. Donc, effectivement, sur la côte Est, généralement, tu vas trouver soit des free camps, mais ils vont être très éloignés des grands axes, soit tu vas trouver des campings. Il y en a énormément en Australie qui sont vachement développés, qui sont très, très cool, où tu vas avoir une très bonne ambiance, un peu style auberge de jeunesse, mais avec que des Australiens, parce que les Australiens adorent les road trips et adorent la van life. Et tu vas aussi avoir des campings un peu plus low cost qui sont plus rudimentaires, qui proposent en règle générale l'accès à l'eau, aux douches, mais qui vont pas aller sur piscine, activités, etc. Donc, ça peut être un bon moyen de pas trop dépenser d'argent. Quand vous allez aller, si vous y allez dans le désert, ce sera beaucoup plus simple de faire du camping sauvage, enfin, en tout cas de faire des free camps, donc de stationner, peu importe l'endroit, puisqu'il n'y a personne et que la réglementation est beaucoup plus souple. Et au niveau de la côte ouest aussi, c'est plutôt facile de stationner gratuitement. Pareil, Wikicamp, ça vous aidera grandement pour trouver des aires de camping gratuites. Voilà. Je fais toujours très long, je m'en excuse. Non, c'est très complet. Vous verrez que j'ai tenté d'afficher un commentaire parce qu'on a toujours... Il y a un moment donné dans la réunion où il y a des commentaires qui se chevauchent et où on ne les voit plus. Donc, on y reviendra parce qu'on n'y est pas encore. Mais si vous voyez que c'est votre commentaire, n'hésitez pas à le réécrire. On a Clarisse et Justine qui nous dit sur les annonces de vente de véhicules, quand c'est écrit par exemple 7 500 $ australiens ou équivalent en euros, on fait juste la conversion en euros et ça correspond donc à 4 475, où ça veut dire que c'est le véhicule qui vaut 7 500 €. Alors non, l'équivalence, c'est bien ce que tu transféreras en euros, c'est-à-dire tout simplement l'équivalent en euros, 7 500 $, ça fait bien ce que tu as converti en euros. Mais je crois qu'Hugo, après, tu as répondu l'équivalent qui a la même valeur ou fonction. Donc c'est bien ça, faites juste attention au taux de change. Il se pourrait que ça diffère de quelques euros quand vous ferez l'achat. Donc non, c'est bien 7 500 $ australiens pour 4 500 et quelques euros. Je peux rebondir juste sur ça. Je pense qu'en règle générale, sur certaines annonces, si c'est précisé justement en euros, c'est que parfois ce sont des backpackers et des PVTistes français qui vendent leurs véhicules. Donc ça peut être intéressant, et c'est ce que j'avais fait, c'est pour ça que je rebondis dessus. Ça peut être intéressant de voir avec eux si justement vous pouvez du coup transférer l'argent et payer de votre compte bancaire français à votre compte bancaire français. Parce que si le PVTiste rentre en France, il n'aura pas du coup ces frais de change-là à faire de son compte bancaire australien vers son compte bancaire français. Donc, ça peut être plus économique pour lui et ça peut être un argument d'achat pour vous de dire avec nous, avec notre candidature, entre guillemets, puisqu'on est intéressé par votre véhicule, ce sera plus simple puisqu'on est français aussi et on pourra vous virer l'argent de compte à compte. Donc, n'hésite pas à bien le préciser au moment de ton approche. C'est un très bon conseil, Morgane. Sabrina nous dit, si j'achète un véhicule dans un état et que je suis nomade ou que je travaille dans un état différent, faut-il que je change l'immatriculation à chaque fois? Alors, pardon, je voulais lire le commentaire en même temps, mais je ne le trouve pas, le commentaire de Sabrina. Il est... comment te... Non, mais tu peux le relire, pardon, parce que je lis à chaque fois. Je peux l'afficher même.
Ah, pardon. Si j'achète un véhicule dans un état et que je suis nomade ou que je travaille dans un état différent après, faut-il que je change l'immatriculation à chaque fois? C'est une bonne question parce qu'elle revient souvent. Non, tu n'auras pas besoin de changer ton immatriculation à chaque fois. L'important, c'est de toujours vérifier, comme on l'a dit au début, que ta régio est toujours active. Donc, ta régio, c'est l'immatriculation de ton véhicule par rapport à l'état dans lequel il est immatriculé. Donc, tu seras toujours affilié à cet état-là. Par exemple, j'ai commencé mon aventure dans le New South Wales, donc l'état où il y a Sydney. J'ai acheté mon véhicule là-bas, qui était immatriculé là-bas. Et j'ai donc voyagé dans tous les états australiens. Ça n'a pas posé problème. Par contre, au moment de la vente, j'ai terminé dans le Western Australia et c'est là où ta question est encore plus pertinente. C'est qu'au moment de la vente, j'avais deux options, soit le vendre en l'état, donc avec l'immatriculation initiale, soit changer l'immatriculation pour celle du Western Australia, qui est beaucoup plus avantageux pour l'acheteur, mais aussi pour le vendeur, puisque la démarche elle est effectuée, il n'y a pas d'histoire de transfert de régio d'un état à un autre. En tout cas, c'est moins compliqué. Et ensuite, du coup, la troisième option, c'était retourner dans l'état initial pour pouvoir vendre correctement mon véhicule puisqu'il était immatriculé là-bas. Donc, tu auras plusieurs options au moment de la vente, mais ça, ce sera des questions que tu te poseras bien plus tard. Mais en tout cas, au moment de ton voyage, ça posera pas du tout problème. Il faut simplement que ta régio soit active. Les ronds-points existent-ils en Australie? J'appréhende la conduite à gauche. Alors, malheureusement, ils existent en Australie, mais l'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup moins qu'en France. En France, c'est une aberration. Mais en Australie, effectivement, il y en a beaucoup moins. Donc ouais, il va falloir quand même s'habituer à la conduite. Je te rassure, ça se fait quand même assez facilement. Premier jour, c'est un peu compliqué et en règle générale, il faut vraiment conduire quand c'est en journée, quand il n'y a pas trop de monde non plus, sur des petites routes pour éviter d'avoir des problèmes. Peut-être commencer même sur un parking. Mais l'idée, c'est bien de toujours suivre le véhicule qui est devant toi. On en a fait un article sur whvaustralie.com. N'hésite pas, je crois, ou sur PVTist. Sur les deux, ils sont disponibles? Oui. Sur la conduite à gauche et sur les panneaux de signalisation, puisqu'ils sont Oui. différents aussi en Australie. Donc, n'hésite pas à voir. Comme ça, tu auras aussi nos conseils. Mais vraiment, rassure-toi, en 2 jours, tu auras déjà pris l'habitude. Et pareil, en rentrant en France, ça se remet bien. Donc, tu n'auras pas de gros soucis à te faire à ce moment-là. Tu as déjà fait un petit point tout à l'heure, Morgane, quand tu parlais de Wikicamp, mais on a Maëva qui nous dit « Est-il facile de trouver des endroits pour des douches? Je compare à mon PVT en Nouvelle-Zélande, où on pouvait aller dans des piscines et payer un tarif réduit juste pour la douche. » C'est vrai, ça se fait beaucoup en Australie. Moi, j'utilisais beaucoup effectivement les piscines. Il n'y a pas que les piscines. Parfois, tu vas trouver des douches aussi dans des aires de repos ou les aires pour les routiers. Souvent, c'est pareil, c'est 2 $ ou peut-être moins et tu as une douche chaude et souvent, c'est très propre. Donc, c'est plutôt l'idéal quand tu as envie d'un petit peu de confort pendant ton aventure. Donc, le système, il est le même. À chaque fois, tu demandes à l'accueil et il te donne les clés pour pouvoir avoir accès à ces douches privées. Sinon, tu as les douches de plage. Ça dépend les endroits. Soit elles sont à l'extérieur et donc, dans ces cas-là, il faut qu'il fasse beau et quand il fait froid, les douches froides sont compliquées à gérer. Et parfois en Australie, c'est assez commun. Tu verras, tu trouveras pas mal de douches quand même de plage qui sont protégées, fermées et qui permettent aussi, même si l'eau est froide, d'avoir quand même déjà plus d'intimité et aussi plus de confort que si tu étais du coup en extérieur et donc à la merci du vent et potentiellement de la pluie et du reste. Donc voilà, l'Australie est très très développée sur ça et sur tous les systèmes pour pouvoir vivre dehors finalement, notamment les barbecues qui sont en libre accès partout en Australie, même dans les petits patelins du désert australien, vous allez trouver des barbecues en libre service et qui sont toujours très propres. Donc je pense que c'est assez similaire à la Nouvelle-Zélande à ce niveau-là. Super. Ensuite, on a une question sur une application, mais là, du coup, on y a répondu. Et ensuite, quels sont les moyens d'avoir une garantie sur l'achat de mon véhicule? Est-il possible d'acheter un 4x4 d'occasion dans un garage pour avoir plus de sécurité au niveau moteur ainsi qu'une garantie plus longue?
C'est une très bonne question et ça, c'est un point qu'on a vraiment, sur lequel on a vraiment appuyé sur le guide d'achat et de vente d'un véhicule en Australie qu'on vous a mis à disposition sur www.australie.com. Avec les particuliers, vous n'êtes pas couvert, vous n'avez pas de garantie au moment de l'achat. Donc, il n'y a pas de délai de réflexion, il n'y a pas d'histoire de garantie. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire très, très attention et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes parce que, voilà, s'il y a un vice caché ou si malheureusement il y a simplement un problème sur le véhicule, il n'y a pas de protection, on va dire, ou d'indemnisation en cas de problème. Au niveau des professionnels, on peut penser que ça va être plus avantageux et c'est pas forcément le cas. Il faut faire vraiment bien attention au niveau des pros, les garanties qui sont rattachées à l'achat. Encore une fois, ça va dépendre de l'état dans lequel vous allez acheter votre véhicule. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un tableau récapitulatif sur le guide. Comme ça, vous allez pouvoir identifier selon l'état d'achat quelles sont les règles qui sont rattachées. Mais avec un professionnel, la garantie va dépendre de beaucoup de choses. Elle va notamment dépendre de l'âge du véhicule et aussi du nombre de kilomètres qu'il y a sur le véhicule. Donc, le problème, c'est qu'en Australie, les véhicules que vous allez souvent vouloir acheter, ils sont souvent plutôt vieux et ils sont souvent très kilométrés. Donc, souvent, les garanties qui s'appliquent vont être exclues par le véhicule puisque le véhicule ne rentre pas dans les conditions rattachées. Donc, bien vérifier tout ça, bien vérifier au niveau des garanties du consommateur aussi, voir quelles sont les garanties qui sont liées. Par contre, certains professionnels vont vous proposer au moment de l'achat d'ajouter des garanties. Donc, renseignez-vous bien et peut-être acceptez-les. Je sais que j'avais un ami qui était parti en PVT en Australie. Il avait acheté un petit véhicule, un break, puisqu'il était tout seul. Donc, il préférait pas mettre forcément trop d'argent. Et il s'était dit, je vais passer par un professionnel. Il a bien fait parce qu'il avait pris une garantie en plus. Donc, il avait payé en plus une certaine somme d'argent. Et l'avantage, c'est qu'il était tombé en panne juste après être sorti du garage. Donc, il a eu de la chance de prendre cette garantie-là puisqu'il a été couvert. S'il n'avait pas pris cette garantie-là, vu que le véhicule était ancien et le véhicule avait beaucoup de kilomètres, et donc s'il n'avait pas payé la garantie, il aurait été très embêté. Il aurait dû payer les réparations tout seul puisque il n'y avait pas de garantie liée à son achat, même auprès d'un professionnel. Donc faites bien attention, lisez toujours les petites lignes, renseignez-vous bien, prenez pas trop de décisions trop rapidement pour éviter encore une fois de vous faire aussi arnaquer. Et de toute façon, toute l'info est déjà bien développée sur notre guide. Hugo nous pose une question qui va un petit peu dans cette veine-là. Avez-vous pris une protection juridique? Ça doit couvrir les litiges, notamment pour un véhicule. Si moi, j'en avais pris une pendant mon... Non, pas du tout. Voilà. Ouais. La question, non. C'est une bonne idée à avoir... Je sais pas si c'est très commun en Australie. Je l'ai jamais entendu. J'ai pas l'impression non plus. Quand vous avez des questions comme ça qui reviennent pas forcément souvent et où vous n'êtes pas sûr et où nous non plus, on n'a pas forcément un oui ou un non franc à vous donner, n'hésitez pas à les poser sur les groupes de PVTistes que vous trouvez, que ce soit sur le forum de pvtiste.net, soit sur les groupes Facebook, les groupes de backpackers, etc. Posez la question. Il y a des gens qui sont très certainement, si vous posez la question, quelqu'un s'est posé la question forcément avant. Mais parfois, c'est des assurances ou des protections qui vous couvre pas forcément pour un véhicule ou pour autre chose. Donc vraiment, juste renseignez-vous bien et éventuellement, si vous avez besoin d'un retour, demandez à d'autres s'ils l'ont fait. Mais j'avoue que là, comme ça nous parle pas forcément. Et Hugo nous confirme qu'il est très en forme et que la hype est là pour l'Australie. Merci Hugo de mettre l'ambiance dans cette réunion. Sabrina nous dit concernant l'assurance et assistance, avez-vous des recommandations? Alors, il y a pas mal d'assurances qui sont connues en France et qui existent aussi en Australie. Vous allez aussi avoir des assurances via votre banque. Ça peut être intéressant de vous renseigner au moment de l'ouverture de votre compte bancaire, de vous informer aussi sur les prix. Donc toutes les banques qui sont connues en Australie et ensuite vous protégez le problème de l'Australie, c'est que quand vous allez vous assurer déjà avec la Regio, il faut le savoir, vous êtes assuré au tiers dommages corporels, donc tout ce que vous allez
causer potentiellement lors d'un accident à un tiers, ce sera couvert par votre régio. Et ensuite, il faudra en plus ajouter des assurances pour votre protection, pour les réparations de votre véhicule, si jamais incendie, bris de glace, vol, etc. Donc tout ça va s'ajouter au fur et à mesure et le prix va varier selon votre véhicule, selon ce que vous voulez évidemment protéger, selon les kilomètres qu'il y a sur votre véhicule, etc. Donc renseignez-vous bien et surtout comparez les prix parce que selon du coup les assureurs, ça peut aller du kit ou double. On a Erwan qui nous demande s'il faut installer un pare-buffle sur les véhicules pour rouler la nuit. Vous verrez que de toute façon, quand vous achèterez notamment un 4x4, éventuellement, si c'est le véhicule que vous choisissez, il y en aura certainement déjà un. On ne vous le souhaite pas, mais il y a quand même pas mal de collisions avec les kangourous la nuit parce qu'ils sont très attirés par les phares de votre voiture. Et en effet, avoir un pare-buffle, ça peut vous sauver, vous. Pas le kangourou, malheureusement, mais votre voiture aussi. Et donc, une très grosse somme d'argent que vous devriez dépenser pour réparer votre voiture. Morgane, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou Heureusement que non. C'est vrai qu'en règle générale, les véhicules en Australie sont souvent équipés d'un pare-buffle. C'est très utile, mais de toute façon, ce que je vous recommande, c'est de ne jamais conduire la nuit. J'ai déjà eu l'occasion et malheureusement, j'ai dû le faire. J'avais pas forcément le choix de conduire la nuit à cause du travail. Mais voilà, c'est très dangereux. Les collisions peuvent être très dangereuses pour l'animal et évidemment pour vous aussi. Donc évitez parce que vraiment, vous allez le voir, hein, il y a des kangourous partout en Australie. Et la plupart du temps, vous les voyez plus au bord de la route décédés que vivants. Donc, si vous pouvez éviter d'en tuer pendant votre aventure, ce n'est que mieux. Donc, encore une fois, évitez de conduire la nuit. Et oui, les véhicules sont pratiquement tous équipés de pare-buffle. Et là, on vient potentiellement de tuer votre rêve de l'Australie et de voir des kangourous. Désolée, non, mais vous en verrez aussi en vie, c'est évident. Mais c'est les premiers que j'ai vus, c'est triste. Et les anecdotes qu'on entend souvent, c'est celle-ci. Hein, c'est que le premier qu'on voit, il est souvent... c'est horrible. Je suis désolée de la tournure des événements. Ça devient assez sombre, cette discussion. Hugo nous demande ce que c'est le site d'annonce en ligne de référence en Australie pour acheter des véhicules. Morgane te fera sûrement part d'un autre site, peut-être si elle l'a en tête, mais sachez que sur Marketplace, vous trouverez quand même énormément d'annonces, mais aussi sur les groupes entre backpackers. Comme disait Morgane tout à l'heure, il suffit d'un PVTiste français qui rentre, qui lâche son véhicule et vous lui achetez derrière. C'est souvent comme ça que ça se passe quand même. Je vous ai noté aussi dans le chat le Bon Coin version australienne qui est Gumtree. Gumtree, c'est vraiment le site par excellence sur lequel vous allez tout trouver, que ce soit des logements, des meubles, un emploi et aussi des offres pour des véhicules. Faites attention, il y a aussi beaucoup d'arnaques, mais évidemment, c'est Gumtree et Marketplace qui sont les sites, en tout cas les endroits les plus intéressants pour espérer trouver un véhicule. Et après, le bouche à oreille, les rues aussi, hein, simplement regarder. Souvent, vous allez voir des affiches sur les véhicules qui sont proposés à la vente. Donc, n'hésitez pas à garder bien l'œil ouvert. Il nous reste une question et un petit tips d'Hugo qui nous dit « La Banque Populaire propose jusqu'à la fin de vos 27 ans une carte avec des virements sans frais en ce moment. » C'est vrai que pour vos premiers achats ou vos premières dépenses, quand vous arrivez en Australie, renseignez-vous sur quelle formule bancaire vous avez avec votre banque ou si à ce moment-là, vous voulez changer avant de partir pour quelque chose de plus avantageux. Et on a Emmanuela qui nous dit quelle est la tranche de prix pour un van 4x4 dans le Western Australia. C'est une bonne question. Encore une fois, je vais donner une fourchette, mais ça va vraiment dépendre du véhicule que tu souhaites acheter, s'il est équipé ou non, si, je sais pas, il est très récent ou pas, si il est très bien aménagé, s'il a tout le dernier cri ou pas. On a fait sur le guide des fourchettes de prix selon du coup les véhicules. Pour un van d'occasion, on estime entre 5 000 et 10 000 dollars un van plutôt fourchette basse pour le prix. Donc, un van qui va avoir peut-être beaucoup de kilomètres, qui sera équipé, mais pas forcément très, très bien équipé et qui pourrait potentiellement vous causer quelques réparations au cours de votre aventure, même si c'est pas une vérité absolue. Si vous voulez un van un peu plus récent, un peu plus
un peu plus aménagé, un peu plus confortable et qui en tout cas a des meilleures réparations potentiellement ou une meilleure mécanique, il faudra compter entre 15 000 et 30 000 $. Là, vraiment, on tape dans quelque chose de plutôt pas mal pour pouvoir avoir quelque chose de toujours d'occasion, mais de qualité. On ne parle pas des vannes neuves parce que les vannes neuves, ça coûte extrêmement cher et de toute façon, on ne vous recommande pas du tout d'opter pour cette option-là d'achat d'un véhicule neuf. Et pour les 4x4, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'en règle générale, c'était un petit peu moins cher au niveau des prix pour un 4x4 plutôt récent d'occasion. On va être autour de 10 000 $. Ça peut aller parfois jusqu'à 18 000, voire 20 000 $ quand on est vraiment sur un 4x4 très, très équipé, avec un très bel aménagement, avec une tente de toit qui justement ne prend pas l'eau et pas trop le vent. Et si vraiment vous voulez un 4x4 d'occasion qui n'est pas forcément très équipé, voire pas du tout, on va être autour de 6 000 $. Et effectivement, ça peut aller sur la fourchette plus haute de 10 000 $. Donc, ça reste quand même des budgets qui sont assez conséquents, il faut en avoir conscience. C'est vrai que le prix des véhicules en Australie a énormément augmenté à la fin du Covid, ou en tout cas à la réouverture des frontières. Donc voilà, pensez bien que ça reste un investissement. Encore une fois, il faudra garder de l'argent pour pouvoir peut-être l'équiper, peut-être aussi l'aménager, l'assurer, ça c'est clair, et également pour pouvoir vivre convenablement tout en gardant un petit budget pour les potentielles réparations. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à comparer les prix. Mais tu disais par rapport au Western Australia, je crois, il n'y a pas trop de différence entre les prix au niveau des États. Donc tu verras, il y aura peut-être plus d'offres pour les 4x4 dans le Western Australia, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément moins chers que si tu les avais vus dans la côte est australienne. Donc voilà, les prix sont assez lissés sur tout le pays. Super. Et c'était la dernière question. Si vous en avez d'autres, de toute façon, s'il y a des sujets... Ah non, il y en a une autre qui arrive, je termine ça et puis je la prends de nouveau. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, si en regardant les replays des autres conférences, il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Instagram, ce sera de nouveau Morgane et moi, sur whvaustralie.com ou bien sur pvtist.net si vous préférez. Vous avez aussi un chatbot sur le site whvaustralie.com. Donc, si à un moment donné, on est en dehors de nos horaires et que vous souhaitez une réponse à l'instant même auquel vous posez la question, n'hésitez pas à la poser au chatbot. Généralement, est à jour régulièrement et devrait vous apporter la meilleure réponse possible. Sinon, contactez-nous par mail. On reste relativement disponible et on essaye de vous répondre le plus vite possible à chaque fois. Hugo, tu n'auras pas nos Insta perso. Tu n'auras accès qu'au Instagram de WHV-du-bas Australie, mais merci pour ta considération. Et on a Léna qui nous dit combien coûte une assurance voiture en moyenne pour l'année? C'est une voiture ou alors, j'allais donner mon expérience. Je crois que nous, avec le van, on tournait autour de 150 $. Alors, je vais vous faire une confidence, c'est pas moi qui m'en étais occupée, donc je sais plus ce qui était inclus. Le prix va vraiment varier selon le véhicule et c'est pour ça que j'ai dit c'est une voiture, parce que le prix va être beaucoup moins important pour une voiture, surtout en Australie. Donc, bien comparer encore une fois selon les assureurs et selon ce que vous allez inclure dans l'assurance, parce que le prix, encore une fois, va varier selon ce que vous voulez vous faire assurer ou non. Donc, voilà, ce sera moins de 150 $, c'est sûr. N'hésite pas un petit peu à regarder et ne regarde pas trop tôt parce que ça va grandement dépendre du véhicule et de l'assurance que tu vas choisir. Et du coup, Léna précisait en disant 4x4, mais du coup, la réponse était très complète et valait pour tout. Donc si comme Hugo, vous voulez participer au live Instagram mercredi midi, n'hésitez pas. Si vous voulez être là aussi à la conférence de demain sur le renouvellement de visa, ce sera avec plaisir également. On vous remercie pour toutes vos questions. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On sera là pour vous répondre. Vous pourrez retrouver ce replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube de pvtist.net. On vous mettra également le lien sans souci. On vous partage tout sur Instagram, donc normalement vous ne devriez pas louper une info. Et puis on insiste un peu, mais le guide est complètement gratuit et à jour et hyper détaillé, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez besoin de cette ressource. Voilà, ne payez pas une ressource que vous pouvez trouver gratuitement si vous avez les mêmes infos, donc profitez-en. Morgane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ?
J'en profite pour vous dire, on a beaucoup parlé d'assurance. Jusqu'au 30 novembre, on a 5% de réduction sur l'assurance Globe PVT. Si vous partez bientôt et que vous n'avez pas encore d'assurance, c'est le moment de la prendre et de profiter de ce bon plan-là pour faire des petites économies avant de partir et ensuite pouvoir garder cet argent pour aménager peut-être votre véhicule. Donc voilà, c'était ma seule intervention de fin. C'est une très bonne intervention. Je vois que certains nous disent à demain. Eh bien, à demain avec plaisir. On vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à bientôt.